Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau forum. Le chemin du troisième mandat d'Archange Touadéra en Centrafrique est-il pavé de bonnes intentions? C'est le thème du jour et nous en parlons avec trois invités au plateau. Je vous les présente. Maître Éric Emmanuel Sosa est avec nous. Maître Sosa, bonjour. Bonjour, Gilles. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler de Centrafrique. C'est toujours un plaisir. Avec nous également Anani Sossou. Monsieur Sossou, bonjour. Bonjour Gilles. Anani Sossou est consultant en communication politique, analyste politique, un habitué des plateaux de New York. Et le troisième, encore plus habitué, Eladj Diouf est avec nous. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Gilles. Mamadou Diouf est journaliste historien et d'historialiste. Il anime une chronique sur New World TV quotidiennement chaque semaine. À 18h10, suivez-le sur Décryptage. Nous allons parler donc de Centrafrique. Est-ce que le troisième mandat Archange Touadéra est-il bien parti? Est-ce que le chemin de ce mandat est pavé de bonnes intentions? Mais d'abord, je voudrais discuter avec vous sur le principe. Que pensez-vous dans l'absolu des modifications constitutionnelles pour s'offrir un troisième mandat? Dans l'absolu, est-ce que les mandats élastiques sont de votre goût? Ou vous pensez qu'ils peuvent être à géométrie variable en tenant compte des circonstances? Je commence avec vous, Maître Éric Emmanuel Sosa. Bien, alors puisqu'il s'agit d'exprimer une opinion personnelle, allons-y directement pour dire que, pour ce qui me concerne, les mandats élastiques sont à proscrire. Pour plusieurs raisons. C'est que, quels que soient les reproches qu'on peut faire à l'alternance, et quand il s'agit de la Centrafrique, on sait que ce pays en a connu beaucoup, même si en Centrafrique, l'alternance n'a pas toujours été facteur de bonne gouvernance et de bienfaits démocratiques, le principe de l'alternance doit être absolument défendu. Pour une raison simple, c'est que quand on dure au pouvoir trop longtemps, on s'installe dans cet art. Et en règle générale, ceux qui se battent pour que le pouvoir dure ne sont pas nécessairement, ce n'est pas nécessairement le tenant du pouvoir qui a seul intérêt à sa propre longévité. Autour de lui, il y a un cénacle qui se bat pour ne pas perdre ses privilèges. Et du coup, ceux-là sont finalement les boutefeux, les poussent au crime, qui amènent des gens, parfois très bien intentionnés, à commettre des crimes contre leur constitution respective, en se maintenant au pouvoir coûte que coûte, avec des contorsions absolument indéfendables à la loi fondamentale qu'est la constitution de leur pays. Donc, comment mesurez-vous la longévité au pouvoir? Alors, justement, savez-vous, on peut faire quelques regards rétrospectifs. En France, c'était un septennat. François Mitterrand a fait 2 septennats. Puis, Jacques Chirac est arrivé et il a décidé d'abréger le mandat pour le porter à 5 ans. Et puis, dans nos pays, comme on est de parfaits copistes, comme on est des plagiaires talentueux, on a décidé que chez nous aussi, 5 ans, c'est mieux. Au Sénégal, c'était 7 ans. Macky lui-même est venu dire, non, il voudrait que ce soit 5 ans. Et puis bon, finalement, c'est devenu 5 ans. Et maintenant, il se rend compte qu'il n'est pas assez rassasié de pouvoir et qu'il lui en faudrait un troisième. Il aurait maintenu les 7 ans qu'avec 2, il en aurait fait 14 et probablement qu'il serait repu aujourd'hui. Oui, mais la réponse à ma question, quand vous parlez de longévité au pouvoir, de mandat trop long... Pardonnez-moi, oui, mais pour le mandat trop long, sincèrement, je ne sais pas où se trouve le bon curseur. Je peux vous donner quelques exemples historiques aussi. Les 16 ans de mandat de Rawlings après un coup d'État ont été suffisants pour qu'il fasse toutes les réformes nécessaires pour mettre le Ghana sur les rails d'une constitutionnalité aujourd'hui qui fait école dans toute l'Afrique et qui fait finalement la fierté de certains Africains. 16 ans. Bon, ça fait 2 septennats plus 2 ans, mais un reliquat. Ça fait peut-être 3 quinquennats. Alors vous voyez, finalement, la question n'est pas combien ça dure. La question est qu'est-ce qu'on en fait. On dit pas de troisième mandat. Si on avait 2 mandats de 7 ans, peut-être que c'était même trop long.
pour certains. Et quand même, vous avez un cancre à la tête de l'État, même 7 ans, c'est 7 ans que vous subissez. Vous l'avez élu, mais vous le subissez pendant 7 ans. Si c'est 3 ans qui est le mandat, de la même façon, si vous avez, pardonnez-moi de le dire comme ça, un brutal, inculte, complètement imbu de lui-même au pouvoir, c'est 3 ans que vous allez avoir à subir son ego. Non, c'est pas la peine non plus. Non, il faut qu'on sache exactement trouver la bonne formule. Qu'est-ce qu'on veut pour nos États? Donc la bonne formule, si je résume, ce n'est pas 2 mandats bloqués pour vous. C'est pas 2 mandats de 5 ans, c'est pas 2 mandats de 7 ans. C'est finalement des principes. C'est-à-dire que le principe de l'alternance doit être lui-même d'abord défendu. C'est-à-dire, le président Trump, il sait, malgré sa rouerie, il sait que le maximum qu'il aurait pu faire, c'est 2 mandats. Il aurait, aux États-Unis, on sait dans quelles conditions Franklin Delano Roosevelt a dû faire un 3e mandat. C'était des périodes exceptionnelles, c'était des circonstances qui ne permettaient pas d'organiser sereinement un scrutin. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet accident de l'histoire. Mais c'est une fois au Togo, on avait un verrou constitutionnel contre le 2e mandat. Et puis, il s'est trouvé quelqu'un, un génie probablement, qui a forcé la main un Parlement totalement dévoué au pouvoir RPT à l'époque pour faire sauter le verrou de la limitation mandat. On y est encore. Non, le verrou a été réintroduit dans la Constitution, la nouvelle Oui, Constitution. non, mais bon, il a été sauté, puis il a eu ses effets néfastes, et puis maintenant il a été réintroduit. Bon. Ouais. Anani Soso, donc je voudrais avoir votre point de vue. L'appréciation du 3e mandat, est-ce qu'on doit le faire dans l'absolu ou peut-on l'inscrire à géométrie variable en tenant compte des circonstances? Il faut dire quand même que les constitutions ne sont pas immuables. Hein. Les constitutions sont appelées à être adaptées. Mais il y a certaines clauses, certains principes, notamment la limitation du mandat, qui est un verrou à ne pas faire sauter dans les constitutions. Sinon, il y avait l'histoire évolue. Et comme l'histoire évolue, il y a des trucs qui sont dans la Constitution qu'il faut faire évoluer aussi. Je crois qu'il y avait eu ce débat aux États-Unis sur certains principes où voilà, leur Constitution est la plus ancienne au monde, si je me trompe, hein, la plus ancienne au monde, où il faudrait peut-être l'adapter, le moderniser. Et je crois que dans nos pays, on a trop calqué nos constitutions sur les modernes démocratiques occidentaux. Or, il a fallu quand même plus de 3 siècles aux Occidentaux pour arriver là où ils sont. Il aurait fallu, par exemple, chez nous, qu'on tienne compte de nos réalités en tant que pays africain avec des traditions de chefs, de rois, etc., qu'on tienne compte de ces paramètres-là avant d'écrire nos constitutions. Malheureusement, on a tout calqué sur le modèle occidental et c'est ça qui crée des problèmes dans nos pays, surtout avec des chefs qui arrivent au pouvoir, qui sont insatiables, qui sont des gloutons, qui ne veulent plus laisser le pouvoir. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les constitutions sont appelées à évoluer également. Il y a le cours de l'histoire, donc il faudrait peut-être axer l'accent sur l'alternance, comme disait Maître Sosa tout à l'heure. Mais il y a une différence entre alternance et limitation du mandat. L'alternance, ce problème peut être réglé par des élections où chacun compétit pour prendre le pouvoir. Oui, mais la limitation et l'alternance vont de pair. Non, pas forcément, puisque... Quand on limite un mandat, un président, il sait qu'il ne peut plus postuler au bout de 2 mandats, par exemple. Donc, il y a forcément une alternance qui... Oui, mais quand on organise des élections également, mais on peut les perdre. Un autre peut venir. Donc, il y a le principe de l'alternance. Oui, mais ce qui est souvent dans nos républiques, ce qu'on constate, c'est que l'alternance vient souvent lorsque le dernier mandat du chef de l'État vient à expiration. Ça, c'est une réalité dans nos républiques. Et c'est très rare de voir un président en Afrique qui organise les élections pour les perdre. Ça, c'est très rare. Donc, on se base plutôt sur le dernier mandat du président pour provoquer l'alternance dans nos pays. Je voulais prendre l'exemple, par exemple, de la Chine. Vous voyez la Chine avec le Parti communiste. On va parler de l'alternance aussi, mais au sein du même parti. Et ceux qui viennent dans le parti, qu'est-ce qu'ils font? C'est le parti qui choisit les dirigeants, mais au sein du même parti. Vous voyez, donc, on peut parler de l'alternance dans ce cas-là, mais il n'y a pas de limitation au niveau du parti. Donc, c'est pour cela que nos constitutions ont besoin
des verrous au niveau de la limitation des mandats pour l'accent sur... Pour mettre l'accent sur les limites à ne pas franchir. Est-ce que 2 mandats pour nos pays africains, c'est tellement suffisant pour faire évoluer le pays? Je me rappelle que lors de son arrivée au pouvoir, Talon avait voulu faire un seul mandat et que finalement, il a dû rebourser chemin. Mais sa proposition d'un seul mandat, sa constitution a été rejetée. A été rejetée par le peuple lui-même. Donc, il y a la notion, nous sommes dans des pays africains où la notion de chef qui est au pouvoir, qui dure au pouvoir. Donc, il faudra tenir compte de ces aspects-là pour peut-être parler des mandats, mais est-ce qu'un quinquennat, ça suffit? 2 quinquennats, ça suffit? Ça, c'est toute la question, à mon avis, qu'il faut régler dans nos constitutions. Mamadou Diouf, si je fais la synthèse des 2 premières interventions, je peux dire que la notion de limitation de mandat n'est pas la mieux partagée. Oui, mais en fait, il faut qu'on revoie d'où vient cette limitation des mandats. Je crois que quand un pays a une histoire, il y a une histoire politique dans tous nos pays africains. Moi, dans les années 85, dans les années 90, je me suis battu au Sénégal, même dans l'Afrique, pour la limitation des mandats. Et les arguments qu'on donnait à l'époque, je ne crois objectivement pas qu'aujourd'hui ces arguments sont dépassés. Au contraire, on s'étonne parce que malheureusement, dans certains pays, c'est des morts, c'est des personnes qui ont dû quitter leur pays, mais tout cela a été fait principalement à cause de cette question de limitation des mandats. Ça a été un enjeu extrêmement énorme dans les conférences nationales qui ont été organisées dans nos pays. Conférences qui ont été les rares occasions où on a eu dans beaucoup de nos pays l'occasion de dire les choses comme elles sont. Parce qu'avant, souvent, il n'était même pas possible de s'exprimer librement. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui donner des arguments qui puissent dire que tout ce qui a été fait depuis les années 85 avec le vent de démocratisation, comme on l'appelle, que tout cela, vraiment, ne nous a rien apporté? On peut faire une autre analyse. Il y a des pays qui ont limité les mandats et qui ont respecté strictement la limitation des mandats. D'autres pays ont fait, ils ont enlevé, ils ont remis, ils ont joué sur la Constitution, on a remis les compteurs à 0, chacun a fait ses manigances pour continuer et faire plus de 2 mandats. Dans les pays où on a respecté strictement les 2 mandats, quand on les compare aux pays où ça n'a pas été respecté, parce que ça ne pose pas seulement une question de mandat, ça pose également un problème de stabilité dans nos pays. Mais où on trouve la stabilité? Là où on les respecte ou là où on ne les respecte pas? L'autre élément, ceux qui ont eu N mandats, si on les mettait d'un côté, on mettait de l'autre les pays où il n'y a pas eu N mandats, est-ce que ceux qui ont eu N mandats ont davantage démocratisé leur pays? Est-ce qu'ils ont davantage développé leur pays que ceux qui ont eu 2 mandats limités? Je crois que parfois, il y a un jeu que l'on fait, il faut qu'il continue, il n'a pas terminé, mais personne ne termine jusqu'à sa mort. On laisse toujours quelque chose. Mais dans la théorie, peut-être il est facile d'épouser les arguments en faveur de la limitation des mandats, mais dans la pratique, est-ce que ça ne pose pas un problème? Quand on sait qu'au Sénégal, par exemple, vous êtes sénégalais, un certain Abdoulaye Wade, opposant de son État arrivé au pouvoir, n'a pas résisté à l'envie de modifier la Constitution pour s'offrir un 3e mandat. Macky Sall, qui a réduit le mandat, Maître Emmanuel Soussa l'a dit, de 7 à 5 ans, en promettant ne faire exclusivement que 2 mandats, est en train d'être piqué par l'envie du 3e mandat. Donc, en fin de compte, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur, comment on va dire, la bonne pratique de la limitation du mandat? Non, pour moi, le problème a été réglé au Sénégal par les Sénégalais. Ça a été réglé ni par Macky Sall, ni par Abdoulaye Wade, ni par qui que ce soit. Et je crois qu'une des choses qui manque dans nos pays, c'est cela. Quand Maître Wade a fait sa manigance pour pouvoir avoir un 3e mandat, les Sénégalais lui ont dit non, il a refusé. Les Sénégalais l'ont bouté dehors à travers les élections. Ce qui repose cette question de l'alternance par les élections. Il a voulu persister pour rester. C'est les Sénégalais qui l'ont mis dehors proprement. Parce qu'il faut le dire clairement, même s'il a résisté au point qu'il y a eu mort d'homme. Parce que les gens l'oublient. Il y a eu mort d'homme au Sénégal parce que Wade tenait à avoir un 3e mandat, alors que tout le monde le connaît d'un point de vue historique pour son apport par rapport à la démocratie au Sénégal et en Afrique. Maintenant, il faut se poser la question, quand il est devenu président, est-ce qu'il a oublié ses convictions? Parce qu'en tout cas, ses convictions, ce n'était pas ce qu'il a voulu faire. Pour le cas du président Macky Sall, mais on est dans le même cas de figure et on est dans la même école, parce que c'est l'élève
de Maître Abdoulaye Wade. On n'est pas surpris de le voir faire la même chose, mais je ne serais pas surpris de voir les Sénégalais faire avec le président Macky Sall ce qu'ils ont fait avec le président Abdoulaye Wade. Et pour moi, c'est là où se trouve le vrai débat. Il ne faut pas qu'on personnalise cette affaire de mandat. Vous parliez tout à l'heure de géométrie variable. Parfois, on dit non, Kagame, il peut continuer avec son mandat parce qu'il a fait ci. Non. Si on veut régler la question du mandat, on doit régler la question du mandat sur la base de principes. Soit on considère que c'est 2, soit on considère que c'est 3. Mais à partir du moment où le principe est réglé, la personne qui vient se soumet au principe, quelle que soit la personne. Alors que nous, ce que nous faisons aujourd'hui... Même en cas de force majeure, est-ce qu'il ne faut pas tenir non, compte en cas de aussi force majeure, des circonstances? Ce qui se passe dans nos pays, ce n'est pas un cas de force majeure. Il a donné un exemple très clair sur les États-Unis. On a vu ce qui s'est passé en France avec De Gaulle. Mais c'est clair en cas de force majeure. Dans nos pays, nous ne sommes pas en situation de force majeure. On peut les qualifier de force majeure si on veut, parce qu'en Côte d'Ivoire, un candidat qui décède à quelques semaines de l'élection présidentielle, vous voulez que je vous prenne quel pays encore? Mais ce n'est pas un cas de force majeure, parce que ça pose un sérieux problème. Si en Côte d'Ivoire, les textes n'ont pas prévu qu'un candidat puisse mourir, ou bien même que quelqu'un gagne les élections et qu'il meure avant d'accéder au pouvoir, mais c'est prévu par les textes. C'est parfaitement prévu. Ce n'est pas un cas. En fait, quand je dis cas de force majeure, on n'est pas devant un cul-de-sac où on n'a pas de solution devant nous. La solution existe. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est une mauvaise école parce que si celui qui devait être candidat ne peut plus être candidat, on retourne à celui qui avait déjà fait 2 mandats, qui n'a plus le droit d'être candidat. Pas pour des raisons juridiques, pas pour des raisons de développement du pays, pas pour des raisons économiques, pas pour des raisons sociales, mais pour des raisons politiciennes. C'est-à-dire le risque de perdre les élections si Alassane Ouattara n'est pas candidat, ce n'est pas un cas de force majeure. C'est de la manipulation politique qu'on essaye de faire passer par la Constitution. Et moi, je suis foncièrement contre cette façon de faire parce qu'au bout du compte, ça nous crée plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'aucun de nos hommes politiques n'est maintenant crédible. Même celui qui n'est pas encore au pouvoir, quel que soit ce qu'il va dire, on se pose la question, quand il arrivera, il fera quoi? Mais que voulez-vous que les populations fassent avec des gens à qui on ne peut pas avoir confiance? Oui. Maître Eric Emmanuel Sosa, Mamadou Diouf est en train de nous dire qu'il faut inscrire la question de la limitation des mandats dans les principes, et quels que soient les cas, en aucun cas, nul ne peut faire plus de mandats selon lui. Mais écoutez, je suis tellement en phase avec ce qu'il dit. Pour citer 2 exemples précis, l'exemple de la Guinée avec Alpha Condé. Alpha Condé, opposant, était l'un des plus fervents ennemis du mandat supplémentaire à qui que ce soit, dans toute l'Afrique. On l'a entendu mais à longueur d'articles, d'interventions, fustiger ceux qui ont la tentation de l'élongation des mandats. Et puis lui-même au pouvoir, il est piqué par le virus du 3e mandat, qui a coûté beaucoup de vies guinéennes et finalement qui lui a coûté le pouvoir, pour le résultat que l'on voit, qui n'est pas glorieux en quelque sorte. Hein. Et l'autre exemple, c'est l'exemple de Mamadou Tandia, qui voulait, au nom du Tazarché, c'est-à-dire prolonger, se maintenir au pouvoir par un 3e mandat, et il a fallu Salou Dibo pour venir le bouter hors du pouvoir. Donc il a fallu passer par un coup d'État pour arrêter une violation de la Constitution. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des civils qui demandent aux militaires d'être sous leurs ordres, mais qui se comportent tellement mal que les militaires sont obligés de leur désobéir. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter un moment pour se poser la question, pourquoi est-il si difficile de respecter la limitation des mandats? Mais parce que nous avons des individus qui ne sont pas dignes de parole. Écoutez, tout à l'heure... On ne peut pas prendre tous ces individus comme indignes de parole. Non, monsieur Sossou disait quelque chose. De la Côte d'Ivoire, en passant par la Guinée... Ils sont indignes de confiance. Eux tous? Tous ceux qui violent, tous ceux qui, après avoir prêté serment sur une Constitution qui limite le mandat à 2, trouvent les moyens de tripatouiller la Constitution. Le mot est consacré maintenant, allons-y, c'est du tripatouillage pur et simple. On dit souvent, vous savez, c'est un adage latin, pardonnez-moi de faire le cuistre, quo principi placuit legit habet vigorem, ce qui plaît au prince à force de loi, c'est-à-dire quand ça plaît à celui qui est là de s'offrir un 3e mandat, on trouve toujours des juristes
pour modifier. C'est-à-dire que, en fait, c'est une voiture que je conduis. Bon, maintenant, je suppose que je peux doper le moteur en modifiant les chevaux. Ben, je vais trouver des mécaniciens pour augmenter les chevaux de la voiture. Pour Oui, que mais j'aille Dani plus loin. Soso semble nous dire que c'est parce que le médicament de la limitation du mandat n'est pas le bon pour l'Africain. Non, justement, et c'est là-dessus que je voudrais être en total désaccord avec lui et en toute amitié. Vous savez, nos problèmes africains, modernes, contemporains, ne sont pas à rechercher dans quelque spécificité africaine que ce soit. Non. Nous n'avons pas l'apanage de ces crapuleries juridiques qui permettent de tordre le cou à des constitutions, à des lois. Non, la question n'est pas là. Non, Lui, attendez, il je vais estime plus qu'il loin. aurait fallu Non. tenir compte de ces spécificités Non, dans la Constitution. c'est elle-même. pas une spécificité. Je vais vous dire pourquoi c'est pas une spécificité. Vous savez, en Afrique, n'est pas chef de village qui veut. Parfois, vous naissez pour devenir chef. Parce qu'il y a souvent des aristocrates. Il y a souvent dans nos villages, dans nos communautés, des gens qui sont ressentis et éduqués comme des aristocrates. Et c'est toujours dans ces familles-là qu'on prélève les prochains chefs. Personne n'y trouve aucun mal. Parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Et ils se sont vus inculquer des vertus qui les rendent aptes au pouvoir. Prenez les monarchies européennes. Mais aucun prince d'Angleterre, même devenu roi, n'aurait la tentation de faire autre chose que ce que la tradition de la couronne anglaise a toujours voulu Oui, mais qu'on fasse. Maître Sosa, est-ce que vous ne pensez pas qu'en Afrique, la tradition est autre qu'une limitation du mandat pour un chef? Non, nos chefs sont des chefs à vie. Ça, c'est connu. Personne ne va attenter à ça. Mais vous justement, savez- est-ce qu'il ne faut pas traduire cette réalité dans les constitutions? Alors, pour si on gouverner veut le le pays? traduire dans les constitutions, ça veut dire qu'on réserve le poste de président de la République à des gens qui sont des aristocrates. Ce n'est pas démocratique, donc on ne va pas le faire non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compatibilité entre disons, existence concomitante de deux échelles de pouvoir, entre un pouvoir politique issu de la légitimité populaire et un pouvoir politique issu disons, de l'aristocratie, de la chefferie traditionnelle. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle on fait cohabiter le pouvoir coutumier avec des limitations. Et parce que le pouvoir coutumier, il est limité uniquement à ceux qui se reconnaissent dans le pouvoir de ce chef de canton. C'est limité souvent à des cantons ou à des villages. Alors quand on dit, mais attendez, il faut à ce moment-là casser complètement ce qu'est le Mali aujourd'hui pour remettre l'empire mandingue et à ce moment-là donner le pouvoir à de vrais Samoris. Mais je crois quand même que Maître Sosa et moi, on ne dit pas la même chose. Parce que je voulais clarifier un truc. Je suis d'accord et foncièrement contre les mandats élastiques. Mais ce que je dis, par contre, c'est que l'Afrique a ses spécificités. Nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions. Est-ce qu'il était nécessaire de plagier nos constitutions sur des modèles occidentaux? Moi, c'est ça ma grande question. Je suis d'accord qu'on limite le mandat présidentiel dans le temps. Mais est-ce qu'il faut, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est concevable qu'on ne tienne pas compte de nos valeurs et qu'on... Si on prend la constitution togolaise, par exemple, c'est une constitution qui est calquée sur le modèle français. Est-ce que nous avons les mêmes histoires que la France? Est-ce que nous avons eu l'Empire? Est-ce que nous avons eu qu'est-ce que j'allais dire? La France avait connu Bonaparte, etc., le roi Soleil, etc. Donc, ils ont lutté des siècles durant avant d'arriver dans une république. Donc, c'était une continuité de l'histoire qui s'est transformée en république. Mais est-ce que chez nous, ici, nous ne devons pas tenir compte de nos histoires, de nos valeurs, de nos coutumes, de nos traditions, pour essayer d'avoir un modèle typique de constitution qui tienne compte de tout ce que je viens de citer. Ça, c'est C'est une interrogation que je renvoie à Mamadou. Voilà, ça, c'est l'interrogation. Donc, je ne suis pas contre la limitation des mandats, mais je suis contre le fait que dans nos pays africains, on n'a pas su tenir compte de certaines spécificités et qu'on a pris des modèles occidentaux qu'on a plaqués chez nous. Oui, mais... L'autre chose que je voulais relever aussi, parce que, si j'ai bien compris, M. Sosa, tout à l'heure, il disait que, comme dans des monarchies, il faut prendre des oligarques, etc., pour les faire présidents, et que ce n'est pas démocratique. Non, là,
on ne parle plus de république. Les monarchies sont démocratiques aussi. Je prends l'exemple de la Belgique. C'est une monarchie démocratique où le roi, il est là, il a son rôle en tant que roi, mais il y a un parlement qui dirige. Non, mais c'est une monarchie, mais elle est démocratique, puisque au niveau des institutions, les institutions évoluent. Les institutions sont stables, on change de Premier ministre, etc. Donc, c'est une démocratie. Pour faire une première synthèse de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, j'ai sincèrement l'impression qu'il manque à l'Afrique une vraie réflexion pour se trouver son modèle constitutionnel, basé sur ses réalités, sur ses religions, sur son histoire, Mamadou Diouf. En fait, il faut qu'on fasse attention parce que souvent, moi depuis étudiant, on me parle du modèle africain, mais jusqu'à présent, on ne m'en a pas présenté. Je le dis en toute objectivité, y compris mes professeurs d'université. Cela ne veut pas dire que je ne reconnais pas ce que l'Afrique a comme valeur. Je suis sénégalais, je viens d'un pays où il y a eu des royaumes dirigés parfois par la religion, dirigés par la tradition, où il y avait des chefs, où il y avait un système de destitution du chef. C'est pourquoi, comme on le dit, on n'a pas eu de conférence nationale au Sénégal, parce que chez nous, quel que soit le chef, il reste un être humain. Et ça, c'était déjà dans la culture sénégalaise. C'est pourquoi aussi il faut qu'on fasse attention quand on dit Afrique, Afrique. Mais on a le Ghana qui donne l'exemple. On a le Cap-Vert qui donne l'exemple. On a le Sénégal qui donne l'exemple. Même le Niger. On a la Zambie qui donne l'exemple. Le Kenya. Il y a des pays qui donnent l'exemple et ce sont des pays africains. Maintenant, vouloir créer un modèle africain alors que le Sénégal n'est pas le Togo, je me dis par où on va passer et finalement après, dans nos universités, si je fais droit au Togo constitutionnel et je fais droit constitutionnel au Sénégal, est-ce que j'apprends la même chose? Après, quand on va à la Cour africaine pour régler notre problème, quelle sera la base pour résoudre le problème? Parce qu'il faut le dire, après les indépendances, il y a eu, c'est vrai, pas suffisamment de réflexion pour une raison toute simple. On nous a mis en place des gens pour continuer un système colonial, ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est à partir des conférences nationales, surtout, que les gens ont commencé à reposer un certain nombre de problèmes. Maintenant qu'on fasse attention, nos chefferies traditionnelles n'ont rien à voir avec un président de la République. Prenez le cas du Burkina que je connais très bien. Le Mogonaba est le chef le plus représentatif du pays, mais il ne représente qu'une communauté, celle des Moussi. Les autres le reconnaissent par sa notoriété, un certain nombre de choses, mais eux aussi, ils ont leur chef. Mais on fait quoi finalement? C'est la première chose. La deuxième chose, comme Maître l'a dit, lui, quand il est chef, il ne faut plus venir discuter parce qu'on va jusqu'à dire que quand il meurt, l'équilibre de la terre même s'arrête. Bon, si on retourne à cette période-là, vous imaginez à quoi on va aller. Moi, je crois qu'on a un problème d'institution. Ce n'est pas une question d'homme. Il faut qu'on ait des dames comme celle de la Centrafrique, qui, quand on a voulu lui demander de confirmer la forfaiture, elle a dit niet. Daniel Darlan plutôt. Elle a dit niet. On a vu ça au Niger. On a vu au Kenya, on a annulé des élections quand les gens ont considéré que les conditions n'étaient pas respectées. Mais l'Afrique arrive. C'est ce que je dis moi. L'Afrique arrive. Maintenant, qu'on laisse cette bonne Afrique arriver et qu'on mette à la poubelle la mauvaise Afrique, au lieu de vouloir défendre une mauvaise Afrique où on défend plus des personnes, des intérêts que des principes. Et nous avons besoin de principes pour que l'Afrique et les Africains aillent de l'avant. Les téléspectateurs nous diront ce qu'ils pensent du troisième mandat, notamment en Centrafrique. Le contact, je rappelle tout de suite, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous maintenant pour nous dire ce que vous pensez de la question du troisième mandat. Dimanche prochain, notez dans les agendas, commence la grande coupe du monde au Qatar. Tout est prêt ici à New World pour la retransmission de ces 64 matchs à suivre exclusivement sur New World TV et nul par ailleurs en ce qui concerne les pays d'Afrique subsaharienne francophone, et des droits ont été cédés également pour 43 pays d'Afrique subsaharienne, cette fois-ci francophone et anglophone, concernant 28 matchs qu'on appelle souvent les matchs free-to-air. Tout est prêt ici. Et Maître Emmanuel Sousa, qui va gagner cette Coupe d'Afrique? Il y a des Coupes d'Afrique, Coupe du Monde. Vous savez, j'ai dû me raser la tête pour avoir perdu un pari. Je ne me risquerai plus une deuxième fois.
Encore que vous êtes très beau, le crâne Oui, mais bon, rasé. Elali Souzou, qui va gagner cette coupe? Moi, je trouve quand même un peu injuste que l'Afrique il compte 54 fédérations de football, il n'y a que 5 représentants. Donc, Au même moment, est-ce que ça ne correspond pas au niveau du football africain? Parce que les chances sont déjà ténues. Hein. Quand on n'a que 5 représentants, où l'Europe a peut-être presque 20 représentants, vous voyez que la balance ne pèse pas trop en notre faveur. Donc, il faudra réorganiser même la FIFA pour permettre à l'Afrique d'aller au-delà des demi-finales d'une Coupe du Monde. Mamadou Diouf, est-ce que Sané sera là ou pas? Sans ou avec Sané, est-ce que le Sénégal ira loin? Ben, moi, je souhaite que le Sénégal gagne la Coupe du Monde, hein, pas aller loin. Je souhaite que le Sénégal gagne la Coupe du Monde. Si ce n'est pas le Sénégal, que ce soit un autre pays africain, parce que nous avons les hommes, les joueurs qu'il faut pour pouvoir gagner la Coupe du Monde. C'est vrai que les encadrements, oui, c'est de ça que j'allais parler. C'est vrai que les encadrements ne sont pas les mêmes. Et même ceux chez qui évoluent nos joueurs font tout pour nous les donner le moins possible. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui avec Sané, avec Sadio Mané plutôt. Vous avez entendu ce que son entraîneur à Bayern a dit. Ben, s'il est malade, il ne faut pas qu'il joue. Il le dit plus par rapport à la Coupe du Monde ou bien pour protéger son joueur. Mais il aurait pu faire comme Lewandowski, faire une bêtise, prendre un carton rouge. C'est une astuce. Donc il y a tout ça qui est là, qui fait qu'effectivement, les pays africains ont encore du mal dans une organisation mondiale à avoir la place qu'ils méritent, parce que quand on regarde dans les pays européens, quand on regarde même ces équipes qu'on dit nationales de pays où les gens sont plutôt blancs, quand on regarde les gens, on se rend compte que mais ceux venant d'Afrique au moins, pour ne pas dire les Africains, ils jouent un rôle qui est incontournable. Donc ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on n'est pas en mesure de le faire. Mais avec ou sans Sadio, le Sénégal doit pouvoir gagner, parce que le football quand même, ce n'est pas une personne. Le Sénégal était déjà allé en quart de finale de Coupe du Monde. Sadio Mané n'était pas membre de l'équipe nationale. Il y a de bons jeunes joueurs qui sont là. Si Sadio n'est pas là, les gens n'ont qu'à comprendre que c'est l'occasion pour eux de devenir des Sadio Mané. On ne va pas mettre toute l'équipe du Sénégal sur le pied de Sadio Mané. Ah oui, la Coupe du Monde à suivre au Sénégal sur RTS, qui a acquis les droits auprès de New World TV donc pour cette compétition. Ça commence dimanche prochain. 8 jours pour se bousculer, pour arracher son décodeur, toujours en promotion à 5 000 francs CFA seulement. Et ceux qui ont déjà le décodeur, un réabonnement est nécessaire. Réabonnement à différents prix, 1 500, 2 500 et 5 000 francs CFA. Vous avez une semaine pour être prêt. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, plus 228 96 46 10 31. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre dans la seconde partie de cette émission. Retour sur notre sujet, sur notre Centrafrique. Finalement, le troisième mandat appliqué à Faustin Archange Touadéra. A-t-il raison, lui, qui est arrivé au pouvoir dans des conditions très difficiles? Il ne contrôlait qu'à peine le tiers de son territoire. Il a eu affaire à des rebelles venus d'ailleurs, qu'il a repoussés tant bien que mal. Maintenant qu'il semble avoir les rênes du pouvoir, est-ce qu'il n'a pas raison de s'offrir peut-être un troisième mandat pour dérouler son programme? Maître Eric Emmanuel Sosa. Bien. Alors, pour moi, la réponse sera encore non. Je suis désolé d'avoir à vous décevoir, parce qu'il est probablement le plus mal placé pour, justement, sur des arguments pseudo-juridiques, vouloir prolonger son pouvoir sur le siège de président de la République. Je m'explique. La façon dont ça se fait est d'ailleurs un présage très mauvais, parce que quand on sait de quoi la Centrafrique est sortie, des alternances souvent sanglantes, rarement le pouvoir a échu à un président par des élections, et quand ça l'a été, il l'a perdu toujours sous les coups de butoir d'une rébellion ou de la force armée. Prenez Bokassa, d'abord David Dacko, Bokassa, David Dacko, Kolimba, Bozizé, Patassé d'abord. Non, pardon, Patassé, excusez-moi, Patassé, Bozizé,
et Bozizé Jotodia. Alors, vous avez vu, finalement, on parle d'alternance, et s'il s'agit simplement, si l'alternance seule devait être facteur de bonne gouvernance, la Centrafrique a eu tellement d'alternance que ça devait être le champion d'Afrique de la vertu démocratique. Et pourtant, donc, maintenant on a M. Touadéra, qui est probablement celui qui a reçu le pouvoir des mains d'un prédécesseur qui lui-même, enfin là, Mme Samba Panza, qui elle-même est arrivée au pouvoir par la force des choses, et on va dire par un concours de circonstances. Heureuse, celle-là. Et puis c'est celui-là qui veut imiter les cancres. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire de Alpha Condé et de Tandja Mamadou, c'est-à-dire que ce sont des cancres démocratiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, Festus Mogae au Botswana. Mais c'est un ancien président qui vit très bien. Allez en Tanzanie, Jakaya Kikwete, il vit très bien avec les honneurs, justement, dû à son rang d'ancien président. Il vit très bien. Là, plus récemment, Uhuru Kenyatta, il a perdu le pouvoir dans les conditions que l'on sait. Il a perdu en respectant la limitation des mandats. Sinon, il aurait pu aussi le faire et ne pas permettre à William Ruto, qui était son vice-président, de candidater. Donc, vous voyez, vous l'avez dit, l'Afrique vertueuse et démocratique commence à émerger. Il faut l'encourager. Et il faut huer tous les cancres, y compris les Ouattara et tout ça. Il n'y a rien à dire de positif dessus. Maintenant, quand on me parle de spécificité africaine, c'est quoi les valeurs démocratiques africaines? C'est quoi? Qu'est-ce que nous apportons dans la balance pour dire ça, c'est spécifiquement africain? On ne va pas perdre du temps à l'université pour chercher quelles sont les spécificités africaines quand nous avons accepté de nous inscrire, mais comme finalement statufié dedans, dans la logique de Berlin. Je parle de Berlin de 1885, où on a découpé. Togo existait d'où? Ils sont venus, ils ont dit ici c'est Togo, ça appartient à l'Allemagne. Nous l'avons accepté. Et aujourd'hui, il n'est pas question... Non, nous ne l'avons pas accepté. Pardon. On l'a imposé. C'est pas la même chose. Non. Aujourd'hui, nous l'avons accepté. Quand on parle de la terre de nos aïeux, là, ils sont où les aïeux? Togoland, vous l'avez connu où? Nos aïeux ont connu Togoland. En 1885, ils sont venus, ils ont balkanisé l'Afrique et nous l'avons accepté. C'est le mot accepté que moi nous l'avons accepté parce que, justement, dans la charte de l'OUA... Nous ne l'avons pas accepté. Cher ami, dans la charte de l'OUA, on a parlé de l'intangibilité des frontières. Donc on l'a ratifié, entériné. Laissons tomber ça, c'est pas un débat. Aujourd'hui, allez demander à un Béninois de faire fédération avec le Togo. Il va vous dire non, je suis Béninois. On l'a essayé au sortir des indépendances. Le Sénégal et le Mali devaient former un seul et même pays. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on est resté totalement bloqué, figé dans les schémas de Berlin. Donc avançons. C'est quoi les spécificités africaines aujourd'hui quand on parle de démocratie? C'est quoi? L'Empire mandingue avait déjà une constitution. Ils avaient déjà un principe démocratique. On savait comment déchoir un chef qui était devenu indigne. Écoutez, pas plus loin de chez nous, ici, ma mère est du pays V, à Tchévier. Quand vous êtes chef, il y a des choses qui vous sont interdites. Vous ne pouvez plus les faire. Par exemple, acheter des terrains. Parce qu'on va dire, parce qu'il est chef, on ne peut pas lui refuser le droit, on ne peut pas lui refuser un terrain, donc il va le prendre. Vous n'avez plus le droit de le faire. C'est des vertus gouvernementales, ça, des vertus de chefferie. Vous ne pouvez plus non plus chercher une femme. Parce que si vous voulez une femme et qu'il vous en faut un, on vous en trouvera une. Vous n'allez pas aller demander sa main pour qu'on vous la donne parce qu'on ne peut pas vous la refuser puisque vous êtes le chef. Donc il y a quand même certaines valeurs africaines qui sont liées au fait d'avoir un pouvoir. Mais le pouvoir d'État, ce n'est pas le pouvoir de la chefferie cantonale. C'est ça la différence. Donc on ne peut pas. Et il l'a dit si bien, le Moronaba, il est le roi des Mossi. Alors si on parle de Burkina Faso, quelle valeur de chefferie on va appliquer? Celui des Mossi en ignorant les autres? Non. Et si on vient ici au Togo, vous allez choisir lequel? Vous parlez des valeurs démocratiques comme étant universelles, mais souvent, en Afrique, on se rend compte que ces valeurs qui peut-être sont attribuées à certains pays, ce sont eux qui viennent en Afrique imposer
comment on va dire, le déverrouillage des constitutions. J'ai écouté Idriss Déby au Tchad dire qu'on lui a... On est venu faire. D'accord, ok. J'ai bien aimé quand Idriss Déby a eu cet accès de sincérité et en même temps de naïveté qui nous laisse pantois. Je suis chef d'un État souverain et je viens dire au monde entier que le changement de ma constitution m'a été dicté par des bureaucrates envoyés d'un pays étranger. C'est quand même grave d'avoir à se faire soi-même un pareil constat d'impuissance. Mais Idriss Déby dit tout ce que tout le monde sait. Non, maintenant il n'y est plus. Mais attendez, restons en Afrique centrale. Vous allez me dire que Teodoro Obiang Sogo, il souffre d'une pression, d'une puissance étrangère pour se maintenir au pouvoir en tant que le chef d'État le plus ancien de toute l'histoire contemporaine. Son ami Biya à côté. Vous allez me dire aussi que c'est sous la pression de la France qu'il se maintient au pouvoir, contre toute logique et bon sens. Que sais-je? Alain Issoufou, Faustin Touadéra a-t-il raison de vouloir se maintenir au pouvoir, lui qui a été pendant longtemps empêché par une rébellion de développer son pays? Avant de répondre à cette question, je voulais revenir un peu sur un aspect du développement de Maître Sosa. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas également qu'on occulte certaines réalités. Il faut dire que les colons ont imposé à l'Afrique non seulement nos constitutions, mais ont imposé également durant des années des chefs d'État. Ça, ce sont des réalités. Il ne faut pas les occulter. C'était comme ça. Est-ce que... Les colons, à ce moment-là, les colons français. Non. Est-ce que... Je parle des colons, en général. Est-ce que, aux indépendances, on avait permis à une intelligentsia africaine de réfléchir à une manière de gouvernance dans nos États? Est-ce qu'on leur avait permis cela? Parce que n'oubliez pas que les indépendances ont été octroyées de la manière dont on sait. C'est-à-dire que le blanc dit, le colon, il dit, l'ex-métropole, il dit, ah ben nous, on va partir, mais ils sont partis en laissant d'autres colons, mais cette fois-ci à la peau noire. Et ce sont eux, depuis Paris, qui dictaient des lois dans tous nos États. Ça, personne ne peut l'occulter. Et nous n'avons pas, malheureusement, une classe politique à l'époque purement panafricaine, purement nationaliste, pour dire non, maintenant, nous allons prendre nos destins en main. Et ceux qui avaient voulu le faire, quel sort leur a été réservé? Il ne faut pas qu'on occulte la réalité. Ce sont des vérités qui sont intrinsèques et on ne peut jamais les occulter. Ça, c'était un aspect que je voulais relever dans Vous parlez d'Afrique francophone, principalement. Principalement, oui. Okay. Je voulais donc relever cela par rapport au développement de Maître Sosa. Maintenant, pour revenir à Kange Touadéra, professeur de mathématiques d'université qu'il est, il devrait être cartésien pour se dire qu'il avait juré sur une constitution qu'il devrait respecter. En aucun cas, il aurait pu créer les conditions pour avoir des institutions fortes. Il aurait pu créer Est-ce qu'on peut avoir des institutions fortes en pleine guerre? Oui. Ça, c'est une exception au niveau de la guerre. Mais il a fait le nécessaire en invitant, par exemple, en payant le groupe Wagner à l'aider à chasser les rebelles de la Séléka et autres. Il n'a pas payé les groupes Wagner, il a fait appel à la Russie. C'est une coopération avec la Russie, monsieur Anani. C'est une coopération avec la Russie, mais c'était le groupe Wagner quand même qui était là pour l'aider. Ça, c'est une réalité aussi qu'on ne peut pas... Et lui-même, les Centrafricains, les autorités, je voulais dire, l'ont revendiqué eux-mêmes. Lorsqu'on leur dit que c'était des mercenaires, ils disent non, ce n'était pas des mercenaires, mais nous avons pris des gens de la Russie qui nous ont aidés. C'était là l'essentiel. Donc, il aurait pu permettre aux Centrafricains de disposer d'une constitution et d'institutions fortes et laisser son nom dans l'histoire. Au lieu de vouloir, à travers la crypto-monnaie, pour l'intégrer dans la constitution, vouloir, à travers ce truchement-là, intégrer... une nouvelle constitution et vouloir se présenter. Je crois que mathématicien qu'il est, il aurait pu être beaucoup plus cartésien pour se dire non, je suis d'abord un intellectuel, professeur d'université, professeur de mathématiques, il faudra que ça change dans le pays, mais comment? En laissant à la postérité une façon de faire qui entraînera le fait que les Centrafricains respectent dorénavant les lois qu'ils se sont données eux-mêmes. Mamadou Diouf, je connais votre réponse parce que vous parlez de principe, mais peut-il y avoir des circonstances atténuantes pour M. Touadéra quand on sait les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir et comment il a exercé?
Non, pour moi, ça va être plutôt des circonstances aggravantes. Il faut dire les choses clairement. Vous avez un pays qui n'est pas encore sorti de l'instabilité. Parce que n'oublions pas que les groupes armés dont on parle n'ont pas été vaincus. Ils n'ont pas été vaincus. N'oublions pas que l'ancien président Bozizé est dans son coin quelque part. Qu'est-ce qu'il manigance? Dieu seul sait. Si Touadéra était aussi sûr de son pouvoir, pourquoi pas les Russes et les Rwandais vont rentrer chez eux? Parce qu'ils sont là-bas. Et bien sûr, ce n'est pas les Russes et les Rwandais également qui vont lui conseiller de ne pas faire un troisième mandat, parce que si c'est de ce côté-là qu'il faut regarder, ou bien si c'est de là-bas qu'il faut attendre la pression dont parlait le président tchadien, la pression ne fera pas qu'on ne le fasse pas. En fait, il y a un problème. Touadéra a gagné les élections il n'y a pas longtemps. Au moment de prêter serment, Daniel Merlan a eu cette intuition extraordinaire en lui disant, avant qu'il ne prête serment, Monsieur le Président de la République, ce que vous allez dire va être consigné au greffe et on pourra y recourir contre vous si c'est nécessaire. En prêtant serment, Touadéra a dit lui-même qu'il jure de ne réviser ni le nombre ni la durée de son mandat. Oui. Ce qu'il a dit est sur le net, les gens peuvent aller voir, parce qu'il a été élu il n'y a pas longtemps. Oui, mais donc sa réforme constitutionnelle porte sur d'autres points et non la limitation de mandat. Si, la réforme a été portée par un député membre de son parti qui dit de façon extrêmement claire qu'il faut revenir sur l'article 35 et lever. Parce que ça également, ça est sur le net, puisqu'il a tenu un discours bizarre, même parce que quand vous regardez un partisan du pouvoir parler en citant Martin Ziguélé, qui disait effectivement qu'il y a des choses à revoir dans la Constitution, et utiliser Martin Ziguélé comme argument pour avoir un troisième mandat, alors que tout le monde sait qu'il est contre, mais ça montre que les gens ne savent plus où aller. C'est que pour moi, il n'y a pas de circonstances atténuantes. On va marquer. Non, il n'y en a pas. Oui, on va faire une pause, parce que là, il est l'heure pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum.